Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce journal. Le chômage a baissé à la fin de l'année. Il est de 8,8% de la population active selon l'INSEE. C'est son niveau le plus bas depuis 2009. L'A380, c'est fini. Airbus a annoncé qu'il arrêtait la fabrication de l'avion géant, faute d'acheteurs potentiels. Les 3000 à 3500 salariés concernés dans 4 pays d'Europe devraient être reclassés. Et si tout le monde payait l'impôt sur le revenu, même un peu, même symboliquement, l'idée fait son chemin dans les réunions. Nous testerons cette proposition ce soir dans notre rubrique Au cœur du débat. La guerre se finit en Syrie après 8 ans de combat et le président Bachar el-Assad est toujours là. Nos reporters se sont rendus à Damas à l'invitation d'autorités qui espèrent redevenir fréquentables. Et puis le grand peintre hollandais Rembrandt est mort il y a 350 ans. L'occasion pour le Rijksmuseum d'Amsterdam de dévoiler la première exposition de toutes les œuvres qu'il possède. Et l'occasion pour nous de vous emmener dans la tête de Rembrandt. Cette fois, c'est une baisse nette du chômage, moins 0,3 points au dernier trimestre 2018. Et voilà que le taux de chômeurs par rapport à la population active passe sous la barre des 9% à 8,8. Ça n'était pas arrivé depuis 10 ans. Une embellie saluée par la ministre du Travail qui, du coup, se remet à commenter les chiffres. Les détails avec Olivier Feignet et Pauline Juvigny. 2018 se conclut par une embellie sur le front du chômage. Selon l'INSEE, au 4e trimestre de l'année passée, il représente 8,8% de la population active, un recul de 0,3 points. Un repli qui fait passer le chômage en dessous de la barre des 9%. Il atteint son plus bas niveau depuis 10 ans. La France hors Mayotte compte désormais 2 630 000 chômeurs. De bons chiffres, en partie liés aux réformes du marché de l'emploi, selon le gouvernement. On a le premier résultat des réformes que nous avons engagées, les ordonnances, la loi Avenir professionnel, mais il faut continuer, il faut que tout le monde se mobilise, les entreprises les premières, pour qu'on aille plus loin et qu'on puisse faire baisser ce chômage encore plus. Le recul le plus net concerne les 15-24 ans. Leur taux de chômage diminue de 1,7 points par rapport au trimestre précédent. Pour les 50 ans et plus, le chômage reste stable, autour des 6%. Difficile de dire si cette baisse est à mettre au crédit du gouvernement, selon cet économiste, mais elle traduit une amélioration du marché de l'emploi. C'est une bonne nouvelle parce que ce que nous dit l'INSEE, c'est que les emplois qui ont été créés sont des emplois qui sont plutôt de bonne qualité, puisque le taux d'emploi en CDI a augmenté et le taux d'emploi à temps plein a augmenté. À noter que ces chiffres n'incluent pas 1,5 million de personnes qui souhaitent travailler, mais qui ne cherchent pas activement un emploi. Et ces bons chiffres tombent alors même que les négociations sur la réforme de l'assurance chômage entrent dans le dur. Après 2 semaines de bouderie, les patrons sont revenus à la table des négociations avec des propositions sur les contrats courts. Ils veulent notamment accorder une prime de précarité aux CDD d'usage. Cette fois, ce sont les syndicats qui menacent de partir. Julien Dupéret, Camille Gutin, Marie-Pierre de Gorce-Dumas. Plus de 6 heures de réunion. Et derrière ces fenêtres, patronat et syndicats s'affrontent toujours autour de l'assurance chômage. Objectif, trouver un accord autour de la question des contrats courts, sous la pression de l'État qui menace de reprendre la main. À la pause, la situation est tendue. On est quasiment en blocage, donc la partie patronale a suspendu la négociation pour savoir s'ils arrivent à faire des nouvelles propositions qui permettent de continuer la négociation. Sinon, a priori, ça risque de s'arrêter dès aujourd'hui. On a fait des propositions concrètes pour inciter les entreprises à changer leur comportement et que le patronat les balaye d'un revers de main en nous expliquant que ce n'est pas le sujet. Le patronat avait déjà quitté la table des négociations il y a 2 semaines. Cet après-midi, ils sont revenus avec une nouvelle proposition. Une prime pour les CDD d'usage. Un bonus qui n'existait pas jusqu'à présent. Le patronat propose également de faciliter les groupements d'employeurs. Le but, éviter à tout prix le malus proposé par le gouvernement pour les entreprises employant trop de contrats précaires. Ce soir, le MEDEF renvoie à nouveau la balle aux syndicats. Si aucun accord n'est trouvé, l'État a déjà prévenu qu'il reprendrait la main sans les partenaires sociaux sur ce dossier. On est loin encore des 7% de taux de chômage promis par le président Macron. Certaines entreprises connaissent déjà des difficultés pour recruter dans des régions ou dans des filières privilégiées. C'est le cas de la filière du verre dans la vallée de la Brelle, entre la Normandie et les Hauts-de-France. Reportage de Camille Gutin et Léna Soudre. Des bords de la Manche aux terres picardes.
Dans cette vallée, ce n'est pas le tourisme qui fait vivre les habitants, mais le verre. La vallée de la Brelle est devenue le pôle mondial du flacon de luxe et le premier employeur de la région recrute. Verrerie, décor, moulage, tout sur un même territoire. Cette usine s'est spécialisée dans la bouteille haut de gamme pour les alcools. 450 000 produits exportés dans plus de 80 pays pour les plus grandes marques sortent chaque jour de ces fours. Nous avons, comme ici, la capacité de développer des modèles qu'on appelle la collection, qui font notre fierté, dont on peut assurer le décor. On est les seuls à avoir une gamme aussi large dans le monde. Un succès qui a permis aux verriers d'embaucher. En 30 ans, ses effectifs ont explosé de 350 salariés à 3200 aujourd'hui. L'entreprise a aussi annualisé le temps de travail. Les employés travaillent un peu plus lors des pics d'activité, un peu moins lorsque les commandes sont plus rares. 1550 heures au total. On peut faire des heures supplémentaires, ça nous permet, quand on veut travailler, on peut travailler un samedi. Le travail, ça court pas les rues et le peu qu'on a, il faut le prendre et le garder en France, quoi. Pour le patron, c'est surtout une plus grande souplesse. Une flexibilité qui permet une réponse à des demandes imprévues, c'est forcément valorisé vis-à-vis d'un client et ça le conduit à avoir envie de nous faire confiance pour d'autres opérations. Du travail, créé aussi grâce aux autres entreprises du verre, à quelques kilomètres les unes des autres dans la vallée. Cette PME spécialisée dans les décors sur les flacons de parfum a investi 2,4 millions d'euros dans 3 nouvelles machines automatiques. Je vais regarder un peu ce que ça donne. Et là, on voit qu'on est mieux débouché. De quoi faire augmenter le volume des commandes. Sur une machine semi-automatique, on en fait 6000 en 8 heures. Sur une machine comme celle-ci, on va tourner à 15 000 flacons en 8 heures. Indispensable pour faire face à la concurrence des pays de l'Est. Si jamais vous n'aviez pas investi, qu'est-ce qui se serait passé ? Tous ces flacons-là seraient partis à l'étranger. Et c'est pour ça qu'on a acheté des machines comme ça, pour garder nos emplois ici en France. Pourtant, dans la vallée du verre, beaucoup d'entreprises peinent à recruter. Ici, on fabrique les moules pour les bouteilles. Polissage, métallisation ou encore gravure. Chaque employé possède un savoir-faire particulier. La gravure est spécifique en elle-même. Elle demande beaucoup de précision. On nous demande d'apporter une finesse à cette gravure. Des compétences difficiles à retrouver pour le patron. Malgré les CV qu'il reçoit, recruter du personnel reste un problème. Ce monsieur-là demande à être technicien d'usinage, mais il n'a aucun diplôme. Je ne le vois pas venir chez nous. Vous avez des machines qui valent 300, 400 ou 500 000 euros. 500 000 euros, si vous mettez dans les mains de gens inexpérimentés, vous avez des risques de casser la machine. Et là, c'est des coûts énormes pour nous. Les entreprises du secteur espèrent désormais attirer les jeunes vers les métiers du verre. La vallée compte encore plusieurs dizaines d'emplois non pourvus. Airbus tourne définitivement la page de l'A380. Il arrête la production de ce géant des airs lancé en 2007. L'avion n'a pas convaincu les compagnies qui préfèrent investir dans de plus petits appareils. 3 000 à 3 500 salariés travaillaient pour l'A380. Le président d'Airbus refuse de garantir qu'ils seront tous reclassés. Julien Bigard, Luc Edrich avec nos bureaux de Toulouse et de Montpellier. Le décollage économique n'aura finalement jamais eu lieu. 12 ans seulement après son lancement, la production d'A380, plus gros avion du monde, va déjà s'arrêter. Pour Airbus, c'est un échec commercial qui va coûter cher. Car l'A380, c'est une chaîne de logistique et des sites de production dans toute l'Europe qu'il faudra transformer. Les hangars d'aménagement commercial à Hambourg, les usines de fabrication des voilures au Royaume-Uni, les investissements pour les usines, les sites de production espagnols. C'est une catastrophe, c'est une véritable catastrophe économique pour l'ensemble de l'aéronautique européenne aujourd'hui. Airbus a déjà anticipé une perte de 463 millions d'euros. Mais sur le long terme, la facture est plus lourde. L'objectif, c'était 1300 commandes d'A380. Il fallait 400 avions pour que le programme soit rentable. Au final, seules 274 commandes enregistrées. Airbus, qui aurait investi près de 20 milliards d'euros dans l'A380, a donc perdu de l'argent. C'est un avion qui n'a pas été rentable pour Airbus, ça c'est une évidence. On n'a pas pu l'amortir, on n'en a pas vendu suffisamment pour amortir le coût de développement.
Mais pour de nombreux experts, abandonner la 380 est une sage décision. D'un point de vue financier, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle puisque cela va permettre à Airbus de se concentrer sur d'autres types d'avions plus prometteurs comme la 350 en particulier dans ses versions rallongées. Reste la question de l'emploi. Les 3000 salariés travaillant sur la 380 en Europe devraient être reclassés dans le groupe. Mais pour l'heure, la direction n'a pris aucun engagement ferme. On l'a vu, la loi sur l'alimentation a fait valser quelques étiquettes, celles du Coca-Cola, du Nutella ou du pastis. Les distributeurs n'ont pas le choix, ils ne peuvent plus vendre à prix coûtant des produits alimentaires. Pour garder leurs clients, ils compensent en bradant d'autres produits comme la lessive, les couches ou le shampoing. Justine Veil, Dominique Bonnet et Julien Delage. C'est le nouveau terrain de bataille dans la guerre des prix. Les rayons cosmétiques et entretien. Une grande marque de gel douche à moins 70%. Ce liquide vaisselle, moins 50%. Ces articles ne sont pas soumis à l'encadrement des promotions sur les produits alimentaires, désormais plafonnés à 34%. Conséquence, les enseignes pratiquent ici les rabais importants qu'elles ne peuvent plus faire ailleurs. C'est beaucoup plus intéressant d'acheter effectivement de la lessive moins chère vu qu'on en utilise beaucoup et qu'on n'a pas vraiment le choix. Ça peut être bien, mais ce n'est pas nos premières nécessités. On vient avant tout faire nos courses sur l'alimentaire. Sur les couvertures des catalogues publicitaires, les couches en promo ont remplacé la pâte à tartiner ou les sodas à prix cassé. Des réductions très stratégiques pour les magasins. C'est des produits qui en plus sont souvent très chers. Un paquet de couches culottes, c'est entre 10 et 15 euros. Et promettre 50, 60, 70% de remise sur ces produits-là, forcément, le chaland y tend l'oreille et donc l'enseigne, elle fait venir des clients à elle. Des promotions qui devraient permettre aux consommateurs de regagner un peu de pouvoir d'achat après la hausse moyenne de 4% des prix sur une centaine d'articles début février. Emmanuel Macron participait à sa 7e rencontre dans le cadre du grand débat aujourd'hui dans l'Indre. Même si l'organisation n'était pas vraiment la même, le président a été reçu par des élus ruraux en petit comité avant de se confronter à une cinquantaine d'entrepreneurs à Déols. Mais cet échange n'était pas filmé. Hier, le président a rappelé à l'ordre ceux qui, au sein de sa majorité, songent à des hausses d'impôts. Il faut dire que la justice fiscale est sur toutes les lèvres dans les débats. Certains réclament le retour de l'ISF, d'autres estiment que tout le monde devrait payer l'impôt sur le revenu, ne serait-ce que symboliquement. Au cœur du débat est signé Sophie Lançon et Nicolas Auer. La fiscalité, un des thèmes qui s'impose lors des grands débats. Avec une question, tout le monde doit-il payer l'impôt sur le revenu dès le premier euro perçu? Je pense qu'il faudrait que n'importe quel Français paye de l'impôt, quel que soit son montant. Ça donne envie on a l'impression de se sentir français quand on paye de l'impôt. Tous les Français devraient-ils payer un impôt sur le revenu? En 2017, 4 foyers fiscaux sur 10 étaient imposés, soit un peu plus de 16 millions. L'idée serait de passer de 43% à 100%, tous les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Une proposition qui divise au sein même de la majorité. Le symbole de dire que chacun participe en tant que citoyen à l'impôt sur le revenu, c'est un beau symbole, je trouve. Ça conduirait à remettre à l'impôt sur le revenu des personnes qui sont par exemple à l'allocation adulte handicapé, des personnes qui touchent des minima sociaux. Et donc, très honnêtement, moi je pense que ce n'est pas une bonne idée. Aujourd'hui, sur 37 millions de foyers fiscaux français, 10% paient 70% de l'impôt sur le revenu perçu par l'État. Alors passer à 100% des Français imposables, au-delà du symbole politique, y aurait-il un avantage budgétaire? Pour cet économiste, la réponse est non. Ce serait très marginal, puisque entre 1 et 2 milliards de recettes supplémentaires, pour un impôt sur le revenu qui rapporte 70 milliards, et puis surtout, ça compliquerait considérablement le travail des contrôleurs. Autre argument selon lui, il existe déjà des impôts payés par tous les Français. La CSG, prélevée sur les salaires, les allocations chômage ou encore les pensions de retraite, mais aussi la TVA sur les biens de consommation. Des taxes qui rapportent plus. En 2017, 74 milliards d'euros pour l'impôt sur le revenu, 99 milliards pour la CSG, 149 milliards pour la TVA. Pour cet économiste, inutile d'assujettir tous les Français à l'impôt sur le revenu. Il suffirait de le fusionner avec la CSG.
Opérer une fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG permettrait de rendre beaucoup plus clair et facile à comprendre la fiscalité et de se rendre compte qu'effectivement tout le monde contribue. Une option envisagée lors du quinquennat précédent, finalement abandonnée. L'ancien boxeur gilet jaune Christophe Détinger a été condamné hier soir à 1 an de prison ferme, une peine aménageable en semi-liberté. Il pourra donc sortir, travailler le jour et dormir en prison. Il a été reconnu coupable d'avoir frappé 2 policiers en marge de la manifestation du 5 janvier. Nous repartons à la chasse aux rumeurs, manipulations et infox dans notre rubrique Faux et usage de faux. Bonsoir Clément Le Goff. Bonsoir. Ce soir, vous évoquez une rumeur sur l'or de la France qu'une banque américaine serait en train de piller. Oui, et vous avez peut-être vu ce titre fracassant circuler sur les réseaux sociaux. Hallucinant comment JP Morgan vient de faire main basse sur l'or de la Banque de France. Avec ces mots, nous venons de donner les clés de nos coffres gorgés de l'or du peuple de France à la banque américaine JP Morgan qui va s'installer directement dans les sous-sols de la Banque de France pour administrer l'or détenu. L'or des Français serait donc passé sous contrôle d'une banque américaine. Écoutez la réaction de la directrice générale de la Banque de France, Nathalie Aufour. Mais c'est complètement faux. Notre or, il reste ici, il dort tranquillement dans nos sous-sols, donc il n'est aucunement question qu'une banque commerciale s'occupe de gérer notre or. Notre or, il est stocké ici, il n'en bouge pas. Et le stock d'or de l'État français, le voici, 27 mètres sous la Banque de France. Il y en a 2436 tonnes exactement et il n'a pas varié depuis 2010. Alors pourquoi cette fausse information et comment s'est-elle propagée ? Eh bien, en plus de sa réserve d'or, la Banque de France assure aussi le stockage d'or pour certaines banques centrales, notamment. Vous le voyez, il s'agit de 2 stocks différents. Et il y a quelques mois, un partenariat a bien été signé avec JP Morgan pour ce stock uniquement, pas celui des réserves de l'État. Une information publiée par le journal Les Échos en novembre dernier et qui précise bien que les réserves de l'État français devraient être exclues de ces transactions, sauf que quelques heures plus tard, cette information, elle est rapidement déformée, détournée par plusieurs blogs complotistes ou proches de l'extrême droite avec 4500 partages Facebook. Sur Twitter, encore aujourd'hui, eh bien, cet internaute affirme tout l'or des particuliers est sorti de la Banque de France dans les camions avec cette image d'un prétendu convoi quittant la Banque de France. En réalité, il s'agissait de camions qui apportaient les billets à la banque et non qui en sortaient avec de l'or. Les réserves de l'État n'ont donc pas été volées. Écoutez, Éric Chavagneux, il est éditorialiste au magazine Alternative économique. La Banque de France, elle a des réserves. Une partie des réserves sont en dollars, en yens, etc. Une autre partie est en or. Ça, on n'y touche pas du tout. Ce sont les réserves de la République française qui restent dans nos coffres et qui ne sont pas du tout concernées. C'était donc faux et les lingots d'or de l'État n'ont pas bougé de la Banque de France. Merci beaucoup Clément. Cette fois, il quitte vraiment la vie politique. Alain Juppé a fait ses adieux ce matin à la mairie de Bordeaux où il avait été élu pour la première fois en 1995. Lors d'un discours plein d'émotions, il a expliqué son choix, celui de quitter un climat général infecté par les mensonges et les haines pour rejoindre le climat plus serein du Conseil constitutionnel. Thierry Curtet, Patrick Wurstern. La main sur le cœur, Alain Juppé fait ses adieux aux Bordelais. Quitter cet hôtel de ville, cette fois-ci de mon plein gré, est pour moi, évidemment, un crève-cœur. Il est réputé austère et pudique, mais cette fois-ci, l'émotion prend le dessus. Avec Bordeaux et son peuple, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé, à qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi. L'émotion passée, il veut dire son malaise, sa lassitude dans le contexte de la crise des Gilets jaunes, des violences contre les élus et contre la ville de Bordeaux. Aujourd'hui, l'envie me quitte. L'esprit public est devenu délétère. La montée de la violence sous toutes ses formes, verbale et physique, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés tous pourris, sont difficiles à vivre et lourdes à porter.
Sa succession est ouverte à 1 an et demi des prochaines élections municipales. Alors que la guerre en Syrie touche à sa fin après 8 ans de combat, celui que les rebelles voulaient renverser, Bachar el-Assad, est toujours au pouvoir. Il est même en train de redevenir fréquentable pour certains voisins. Nos reporters ont été conviés par Damas à découvrir ce qu'était devenue la Syrie de Bachar. Anne-Charlotte Inet et Alexis Jacquet. Pas à pas, l'armée syrienne compte ses prises de guerre. Des roquettes, des obus, des milliers de munitions fièrement exhibées devant notre caméra. Un arsenal de guerre repris, nous dit-on, aux différents groupes armés, toujours actifs mais qui perdent du terrain. Un symbole surtout pour l'armée de sa reconquête du territoire. Une telle quantité, c'est exceptionnel. Il y a là environ 160 000 balles de différents calibres. Ces armes appartenaient-elles à des rebelles opposés à Bachar al-Assad ou à des djihadistes? Peu importe, pour le gouvernement, tous sont des terroristes. La saisie d'autant d'armes cachées dans des dépôts est évidemment une victoire pour nous et un coup très important porté à ces terroristes. Cela va paralyser leur capacité à perpétrer des attaques contre Damas ou ses alentours. Protéger la capitale reste une priorité des autorités syriennes. La ville est toujours la cible de quelques attaques. Mais dans les rues de Damas, où l'on nous autorise à poser quelques questions, les habitants que nous avons interrogés n'ont plus aucun doute. Bachar al-Assad a gagné la guerre. Pendant 8 ans, on a vécu dans la peur, la panique. Mais c'est fini, ça va mieux maintenant, même si on a tous beaucoup perdu pendant cette crise. Évidemment que nous avons gagné la guerre, il n'y a pas photo. Et tant que le président syrien est là, alors la Syrie va bien. 360 000 morts, 5 millions de réfugiés, autant de déplacés. Après 8 ans d'un conflit sanglant, Bachar al-Assad aurait-il repris la main? Pour Damas, il s'agit en tout cas de montrer l'image d'un pays sous contrôle. Une Syrie en voie de normalisation où les exilés de la guerre peuvent désormais faire leur retour. Ce poste frontière avec la Jordanie en est l'un des symboles chers aux autorités. Tenu pendant 5 ans par les rebelles, il a été repris par l'armée syrienne il y a quelques mois. À ce guichet, des familles syriennes attendent leur ticket retour. Elles avaient fui les combats pour se mettre à l'abri en Jordanie. Ça fait 4 ans que je rêve de ce jour. Quand j'ai su que le pouvoir avait libéré ma ville de Deraa, qu'il n'y avait plus de danger, j'ai tout de suite décidé de revenir. Et là c'est bon, j'ai mon laissez-passer, on rentre à la maison. 1 million de réfugiés syriens en Jordanie. Depuis 3 mois, seules 12 000 familles comme celle-ci sont revenues. J'ai hâte de rentrer chez moi. La guerre est finie, tout va bien. Eux disent ne pas savoir si leur maison est encore debout. Malgré les appels du gouvernement à rentrer au pays, ils sont encore nombreux à ne pas avoir franchi le pas. Le pouvoir syrien veut faire de la réouverture de cette frontière le symbole de sa reprise en main du territoire, le signe d'un retour à la normale. Mais les autorités syriennes ne contrôlent en réalité que la moitié des 19 points de passage avec ses pays voisins. Et la reprise des échanges économiques tant espérée n'a pas vraiment commencé. Sortir de la guerre et de l'isolement diplomatique, rendre Bachar al-Assad de nouveau fréquentable. La stratégie affichée par les autorités commence à porter ses fruits. Les Émirats arabes unis viennent par exemple de rouvrir leur ambassade, fermée en 2012 comme celle de la France, pour protester à l'époque contre Bachar al-Assad. Au cœur de Damas, ce bout de territoire français est aujourd'hui laissé à l'abandon. L'entrée souillée de détritus et les voitures diplomatiques françaises aux pneus crevés n'ont pas bougé depuis maintenant 7 ans. Les deux pays peuvent-ils encore renouer des liens ? Nous avons posé la question au vice-ministre des Affaires étrangères syrien. Bienvenue. Il ne ferme pas la porte, mais pose ses conditions. Les États qui ont participé dans cette agression terroriste contre la Syrie ne sont pas appelés ni invités à participer dans ce processus. Y compris la France, donc. En premier lieu, la France. Elle devrait s'arrêter de s'interférer dans les affaires de la Syrie, respecter la souveraineté de la Syrie et arrêter son soutien
au terrorisme. Et à ces conditions-là, la France pourrait revenir et réouvrir son ambassade ici et renouer des liens avec vous? Bien sûr, bien sûr. En clair, pour Damas et ses alliés, les positions de la France, sa participation à la coalition, l'ont mise hors jeu. Paris continue de plaider pour une transition politique et l'organisation d'élections libres et transparentes, consciente malgré tout que ces 8 années de guerre n'ont pas fait vaciller le pouvoir de Bachar al-Assad. La pêche électrique sera interdite en 2021. Le Parlement européen a mis fin à une dérogation qui permettait aux pêcheurs néerlandais d'utiliser cette technique décriée car très destructrice pour les fonds marins. La France a déjà annoncé sa volonté de la bannir immédiatement dans ses eaux territoriales dès la publication du règlement européen. Ils sont parmi les plus hauts magistrats. 3 juges de la Cour de cassation ont été renvoyés devant le Conseil supérieur de la magistrature pour ce que l'on appelle familièrement des ménages. Ils sont accusés de s'être prononcés dans une affaire liée à une entreprise qui les rémunérait pour des conférences. L'œil du 20h est signé Ambroise Boulaïs et Hervé Pozzo. Un juge qui fait des formations rémunérées pour une société privée. Peut-il ensuite juger cette même entreprise? Apparemment oui. À la Cour de cassation, la juridiction suprême, 3 hauts magistrats ne se sont même pas posé la question. C'est inédit. Fin janvier, 3 magistrats de la plus haute cour du pays ont été renvoyés en conseil de discipline. Tout commence par un conflit entre la société Wolters Kluwer, un éditeur de revues juridiques, et ses salariés qui réclament une participation aux bénéfices. Après 10 ans de procédure, le conflit arrive devant la Cour de cassation, qui donne raison à l'entreprise Wolters Kluwer. Une défaite irrévocable pour ces syndicalistes, mais à la lecture de l'arrêt, un détail attire leur attention. On s'aperçoit que 3 magistrats qui ont participé au délibéré, 3 sur 6. On les connaît parce qu'ils font régulièrement des formations donc, pour Wolters Kluwer. Donc on est vraiment étonné de les trouver là. Comment voulez-vous être à la fois salarié d'une entreprise que vous jugez, même si ce n'est pas le principal de leurs revenus, c'est évident. On reste sur un sentiment d'injustice. Jean-Yves Frouin, Jean-Guy Huglot, Laurence Pécorivolier. Ces 3 hauts magistrats ont animé des formations commerciales pour Wolters Kluwer. C'est légal. En octobre 2017, par exemple, 2 d'entre eux président une conférence. Sur les images, on reconnaît le président de chambre, Jean-Yves Frouin. La vidéo est mise en ligne par Wolters Kluwer, 2 mois et demi avant l'arrêt de la Cour de cassation. Comme l'a révélé le Canard enchaîné, les magistrats étaient payés de 500 à 600 euros par demi-journée de formation. Ils figurent tous les 3 dans des registres de l'entreprise que nous avons pu consulter sous le statut de vacataire ou de CDD. Une collaboration ancienne qui aurait débuté pour l'un d'entre eux il y a plus de 13 ans. Jean-Yves Frouin aurait même eu droit en 2011 au bon cadeau de Noël de la société. À la Cour de cassation, une note de service rédigée à la suite de ces révélations rappelle entre autres l'opportunité recommandée aux magistrats de s'abstenir de siéger, on dit se déporter, lorsque lui apparaît un risque de simple soupçon de conflit d'intérêts. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Leurs avocats rappellent que certains de ces juges avaient déjà rendu des arrêts défavorables à cette société. Dans leur esprit, il était tellement évident qu'ils étaient totalement impartiaux qu'ils n'ont pas eu l'idée de se déporter. Mais ils n'ont pas été les seuls, puisque les plaignants, ni eux, ni leurs avocats, ne se sont inquiétés de dire « vous ne pouvez pas présider ». Le Conseil supérieur de la magistrature doit maintenant déterminer si ces 3 magistrats méritent une sanction disciplinaire. Leur décision dans l'affaire Wolters Kluwer, elle, ne sera pas remise en question. Que faire des tonnes de terre retirées sur le chantier du Grand Paris? On estime que le projet devrait générer 45 millions de tonnes de déblais, auxquels s'ajoute le béton issu des démolitions. Plusieurs projets de création de collines sont à l'étude en région parisienne. Comment gère-t-on une telle quantité de déchets? Anthony Joly, Benjamin Poulain et Léna Soudre. Ce sont des chantiers colossaux. Chaque jour en Île-de-France, des pelleteuses, des camions charrient des quantités impressionnantes de déblais. D'ici 2030, 45 millions de tonnes de déblais seront générés. C'est l'équivalent de 9000 bassins olympiques. Tout cela pour construire le Grand Paris. Ces 200 km de tunnels, ces 4 nouvelles lignes de métro. Que faire de cette montagne de matériaux? Comment les traiter? Le début de la réponse,
se trouve à environ 25 mètres sous terre, dans le tunnelier de Champigny-sur-Marne. Ce mastodonte de 100 mètres de long creuse, centimètre après centimètre, une ligne de métro. Vous pouvez visualiser en fait la route coupe la partie avant du tunnelier, la chambre d'abattage, avec les déblais qui sont malaxés en partie avant. Et on arrive à creuser entre 15 et 20 mètres de tunnel par jour. Le tunnelier casse un mélange de terre et de calcaire. Il remonte sur ce tapis roulant, parcourt plus d'1 kilomètre avant de ressortir par le biais de ce long tuyau. Les déblais atterrissent dans ces bacs de 900 tonnes chacun. C'est là que leur seconde vie est déterminée. Cet ingénieur prélève un peu de boue. Ça nous permet de connaître la nature des déblais avant de les évacuer. L'échantillon est analysé en laboratoire, où l'on va rechercher les éventuelles traces de ferraille, de verre ou de polluants. Cela va déterminer leur futur site de traitement. Après ces analyses, les déblais sont évacués. Ce qui était jusqu'ici un déchet devient alors une ressource pour de nombreuses entreprises. La carrière de Montmorency fait partie des 349 sites qui accueillent les déblais du Grand Paris. Ce camion rempli de terre pénètre dans le tunnel de la carrière souterraine. La matière exploitée ici, du gypse, cette roche scintillante qui permet de fabriquer du plâtre. La terre va servir à combler les vides après l'extraction du gypse. Contrôle visuel olfactif pour s'assurer qu'il n'y a rien d'autre que de la terre. Toutes les terres odorantes, on n'a pas le droit. S'il y a du plastique, du bois, c'est vraiment bien contrôlé. Sinon, on recharge le camion. Les exploitants ont l'obligation de combler les vides dans les carrières pour prévenir tout risque d'effondrement. Partie de la carrière, si on n'a pas bien bouché les alvéoles, peuvent casser un peu et tomber. Voilà, c'est ça le risque maximum. Sans les remblais, ça tient. Donc avec les remblais, ça va encore plus tenir. Selon les prévisions de la Société du Grand Paris, les 2/3 des déblais devraient être des déchets inertes. Seuls 2% seront pollués. En Seine-et-Marne, un projet de centre de traitement de ces déchets dits dangereux crée la controverse. Un site de 64 hectares à la place d'une friche industrielle. Une partie recyclage et une partie stockage. C'est cette partie stockage que craignent plusieurs riverains du projet. Car le site jouxte une zone classée où la biodiversité est protégée. Stocker les déchets dangereux, bien sûr qu'il faut le faire. Mais nous, on a déjà 80% des décharges de toute l'Île-de-France. Le Nord Seine-et-Marne, je ne parle même pas du Sud Seine-et-Marne. Le problème, c'est que vous ne stockez pas ça à côté d'une zone humide, à côté d'un site Natura 2000. Les habitants sont particulièrement méfiants car le site sur lequel l'entreprise veut s'installer est pollué à l'arsenic depuis 2013. Les responsables du projet se sont engagés à le dépolluer et veulent rassurer sur ce stockage de déchets dangereux. Ils seront stockés sur place, dans une alvéole de stockage dédiée, sécurisée, qui répond à toutes les normes en vigueur. Les élus du département sont contre, mais la préfecture a récemment donné son feu vert. Le projet pourrait voir le jour dans 2 ans. C'est l'un des plus grands peintres du XVIIe siècle. Le Hollandais Rembrandt est mort il y a 350 ans. L'occasion pour le Rijksmuseum d'Amsterdam d'organiser une exposition historique réunissant toutes ses toiles. Quelles étaient les sources d'inspiration du grand maître du clair-obscur? Pourquoi a-t-il peint autant de portraits? Dans la tête de Rembrandt est signé Nicolas Lemarinier avec Guillaume Beaufils et Patrick Miette. Dans la tête de Rembrandt, il y a un panier percé, un selfie et des lunettes 3D. Dans sa ville d'Amsterdam, au XVIIe siècle, Rembrandt vit au-dessus de ses moyens, un vrai panier percé. De plus, dans sa maison-atelier, il achète et entasse des tableaux, mais aussi des armes, des instruments de musique qui lui servent de référence pour ses créations. Rembrandt n'a pas de mécène, alors il vend un maximum de tableaux pour gagner sa vie. Et il a le sens du commerce. Sur la Ronde de Nuit, en 1642, tous les personnages que vous voyez ici ont vraiment existé. Chacun a payé pour apparaître sur la toile. Rembrandt vivrait aujourd'hui, il serait le roi du selfie. On compte près d'une centaine d'autoportraits du peintre hollandais, de l'âge de 22 ans jusqu'à sa mort en 1669 à 63 ans.
C'était des cartes de visite pour montrer aux clients de quoi le peintre était capable, mais pas seulement. Ces autoportraits, c'était une marchandise comme une autre qu'il vendait à des collectionneurs pour qui c'était une forme de trophée. Rembrandt était connu et donc c'était une forme de trophée pour les bourgeois que d'accrocher un portrait de Rembrandt fabriqué et peint spécialement pour eux. Rembrandt est l'un des inventeurs des tableaux en relief. Exemple sur son chef-d'œuvre, La Ronde de nuit, avec ce col en dentelle. Des scientifiques viennent de percer le secret du maître. Une matière mélangée à la peinture lui donne de l'épaisseur. Cela s'appelle la plombonacrite, une rareté dans l'art à cette époque-là. Avec ses expérimentations visuelles, son goût de l'autoportrait et sa façon de mêler art et business, Rembrandt est bien le plus moderne des peintres de son temps. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, le journal météo d'Anaïs Baïdemir, puis le feuilleton Ainsi Grand Soleil, suivi des magazines Envoyé spécial, présenté par Élise Lucet, et complément d'enquête avec Jacques Cardoz. Demain à 20h, Laurent Delahousse. Bonne soirée sur France 2.